Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 22 avril, je vous propose tout d'abord de revenir sur la tournée dans le Pacifique du chef de la diplomatie néo-zélandais Winston Peters. On se penchera ensuite sur la rencontre entre le Premier ministre malaisien et chef de l'ASEAN avec le chef de la junte militaire birmane et le chef du gouvernement d'unité nationale, le gouvernement birman en exil. Nous évoquerons aussi la politique sud-coréenne avec un revirement partiel de position du gouvernement sur le système des quotas pour les études en médecine. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique dans le Pacifique, justement au Tuvalu, avec une grande première pour l'accès à un système bancaire moderne qui va changer la vie des habitants de ce petit archipel du Pacifique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Zélande, Winston Peters, a achevé jeudi dernier sa tournée dans le Pacifique après une visite des Tonga, de Hawaï, des Fidji et du Vanuatu, visant à réaffirmer l'engagement du pays dans la région. Accompagné d'une délégation parlementaire transpartisane néo-zélandaise, Winston Peters a débuté sa tournée dans l'archipel des Tonga en rencontrant le Premier ministre, Aisake Valu-Eke, lors de discussions portant sur le renforcement des relations bilatérales en matière de changement climatique, de développement des infrastructures et de sécurité régionale. Winston Peters a annoncé un programme d'aide à la sécurité maritime et notamment à la sécurité des bateaux, ainsi qu'un programme de coopération en matière de recherche dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. Ce programme, qui concerne les Tonga mais aussi le Vanuatu, les Fidji, les Samoa, Niue et les îles Cook, vise à améliorer l'utilisation des sols et les moyens de subsistance dans un archipel où les cyclones à répétition ont beaucoup impacté le secteur agricole. La délégation a aussi fait une visite virtuelle du nouveau Parlement, dont la construction doit débuter en septembre prochain grâce à un cofinancement de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, après que l'ancien siège du Parlement tongien a été détruit par un cyclone en 2018. Le vice-premier ministre néo-zélandais s'est ensuite rendu à Hawaï pour une rencontre avec le gouverneur de l'État américain, Josh Green, auprès duquel Winston Peters a exprimé sa préoccupation suite au gel de l'aide américaine dans le Pacifique et à l'impact sur la crédibilité des États-Unis dans la région. Winston Peters n'a pas hésité à déclarer que la politique américaine créait, je cite, de l'anxiété et de l'incertitude dans le Pacifique, incertitude due en partie au changement d'administration à Washington, mais aussi aux récentes décisions des États-Unis sur les dépenses de développement et sur les droits de douane. Il a tout de même rappelé que les liens entre le Pacifique et les États-Unis étaient plus importants que jamais et que le partenariat entre la Nouvelle-Zélande et Washington était basé sur, je cite, des intérêts communs dans le Pacifique dans un contexte sécuritaire en évolution. Le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais est ensuite arrivé aux îles Fidji mardi dernier, juste à temps pour dîner avec le Premier ministre des Fidji, Sitiveni Rabuka. Une rencontre qui s'est concentrée sur le développement du commerce, puisque Winston Peters a annoncé l'objectif de porter le commerce bilatéral à 2 milliards de dollars américains d'ici 2030, mais aussi d'améliorer la connectivité entre la Nouvelle-Zélande et l'archipel du Pacifique, en rendant les voyages plus faciles et moins onéreux. Les deux hommes ont aussi évoqué la coopération bilatérale en matière de défense, de sécurité, de lutte contre le trafic de drogue et contre le trafic humain dans la région. Et enfin, la tournée de Winston Peters dans le Pacifique s'est achevée avec 2 jours dans l'archipel du Vanuatu, avec une rencontre avec le Premier ministre Jotam Napat et une visite de projets d'infrastructure dans un pays qui se remet difficilement du séisme de magnitude 7,3 qui a secoué la capitale Port Vila en décembre dernier. Anwar Ibrahim, Premier ministre de la Malaisie, qui assure actuellement la présidence tournante de l'ASEAN, a rencontré jeudi dernier le chef de la junte militaire birmane, Min Aung Hlaing. La rencontre, qui a eu lieu à Bangkok en présence de l'ex-président thaïlandais Thaksin Shinawatra, marque une volonté du chef de l'ASEAN de reprendre le dialogue avec les autorités birmanes, écartées symboliquement de l'organisation depuis le coup d'État militaire de février 2021, qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu quelques semaines auparavant.
Après le coup d'État, l'ASEAN avait adopté un consensus en 5 points pour tenter de ramener la paix dans le pays. Mais si elles ont été approuvées par la junte birmane, les conditions ont été constamment enfreintes depuis l'adoption du document, notamment celles sur l'acheminement de l'aide humanitaire, celles sur l'arrêt des combats ou encore celles sur les prisonniers politiques. Il faut noter qu'avant la rencontre, le chef de la junte birmane avait prononcé une amnistie de près de 5000 prisonniers à l'occasion du Nouvel An bouddhique. Une décision qui a été qualifiée par le Premier ministre malaisien de pas en avant pour réduire les tensions, malgré son effet limité sur les prisonniers politiques. Les discussions de jeudi ont surtout concerné l'aide humanitaire et la possible implication de l'ASEAN dans cette aide après le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le pays au mois de mars, faisant plus de 2700 morts au Myanmar. Anwar Ibrahim a aussi évoqué les possibilités de cesser le feu lors de la rencontre et s'est également entretenu le lendemain matin et par visioconférence avec le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale, le gouvernement en exil birman. Cet entretien, le premier de ce genre depuis le coup d'État militaire, a concerné la crise humanitaire, la guerre civile et l'impact du séisme. Une conversation constructive, selon le Premier ministre malaisien, qui a affirmé que l'ASEAN allait continuer de rester en contact avec toutes les parties prenantes au conflit pour soutenir la paix, la réconciliation et le bien-être du peuple birman. À l'issue de l'entretien, Anwar Ibrahim a annoncé qu'il y aura un cessez-le-feu pour soutenir les efforts d'aide humanitaire après le séisme. Notons qu'après le tremblement de terre, le gouvernement d'unité nationale en exil et la junte militaire birmane avaient tous les deux annoncé un cessez-le-feu, mais l'armée de la junte militaire avait continué ses opérations militaires, y compris en bombardant certaines zones touchées par le séisme. Il reste donc à voir si ce nouveau cessez-le-feu sera ou non respecté. Le gouvernement sud-coréen a annoncé jeudi dernier le gel du quota d'admission pour les études de médecine pour l'année scolaire 2026, quota qui restera à 3058 élèves. Cette décision est une rupture partielle seulement avec la politique de l'ancien président Yoon Suk-yeol qui avait annoncé en février 2024 l'augmentation des quotas d'admission avec environ 2000 nouvelles places de plus par an sur les 5 prochaines années, une politique visant à remédier à la pénurie de médecins dans le pays. Ce projet de réforme avait suscité une très vive opposition de la part de la communauté médicale, provoquant des manifestations de grande ampleur et des mouvements de grève, ainsi que des démissions massives chez les étudiants en médecine et les internes, qui demandaient au gouvernement d'accorder plutôt la priorité à l'amélioration des conditions de travail pour les internes, dans un système de santé caractérisé par le surmenage des internes et des docteurs. Le vice-premier ministre et ministre de l'Éducation du gouvernement actuel, Lee Joo-ho, a affirmé jeudi que la décision avait été prise avec beaucoup de précautions et afin de restaurer une normalité dans l'enseignement de la médecine qui a été grandement perturbée depuis plus d'1 an. Le ministre a aussi reconnu que le taux de présence dans les filières médicales était bien en deçà des attentes, avec une moyenne de 25,9% seulement. Le ministre a aussi demandé le retour complet des étudiants en médecine et des internes comme précondition à ce gel des quotas et a averti que si les étudiants ne revenaient pas maintenant, ces derniers pourraient ne pas pouvoir reprendre leurs études lorsqu'ils voudraient le faire. Mais l'annonce du gouvernement semble ne pas satisfaire les opposants à la réforme. La Korea Medical Association a rassemblé plusieurs milliers de manifestants dans les rues de Séoul pendant le week-end, appelant plutôt à un gel de long terme et non seulement pour l'année 2026. Le gouvernement des Tuvalu a inauguré la semaine dernière le tout premier distributeur automatique de billets, une étape importante dans la modernisation du système bancaire de ce petit pays du Pacifique. Le Premier ministre Féleti Teo a lui-même participé à la cérémonie en parlant de jours historiques et d'entrer dans une nouvelle ère pour les 12 000 habitants qui, pendant des années, ont fait toutes leurs opérations bancaires en cash et qui attendaient avec impatience la modernisation du système bancaire. Le quotidien australien ABC a expliqué que jusqu'à présent, les travailleurs devaient faire la queue, souvent pendant longtemps les jours de paye, pour retirer leur salaire depuis la banque, qui ferme à 14 heures. Désormais, les quelques 6000 clients disposant d'un compte en banque pourront retirer leur argent dans un des 5 distributeurs récemment inaugurés dans l'île. Ont également été installés à travers l'île principale de Funafuti 30 terminaux de paiement électronique qui fonctionnent avec des cartes prépayées. Ont assisté à la cérémonie le gouverneur général, les chefs traditionnels de l'archipel et des membres du Parlement, ainsi que des représentants des secteurs commercial et diplomatiques sur place.
Le quotidien britannique The Guardian a rapporté les propos du manager général de la banque, COC Penitala Theo, qui a précisé que le projet d'installation des distributeurs et des terminaux de paiement avait débuté en 2021 et avait mobilisé un budget total de 3 millions de dollars australiens. Notons que les Tuvalu sont un petit archipel de 26 km², très isolé dans l'océan Pacifique et particulièrement exposé aux conséquences du changement climatique. L'amélioration de l'accès aux services financiers avait été listée comme une des réformes prioritaires à entreprendre par un rapport de 2019 publié par la Banque asiatique de développement. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.